Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de TV5 Monde, sur les antennes également de Radio France Internationale, l'émission internationale réalisée également en collaboration avec notre confrère Le Monde. Mars, qui va commencer dans quelques jours, pourrait être intitulé le mois de la francophonie. Il y a la semaine de la langue française, la journée internationale de la francophonie dans quelques jours, le forum des femmes francophones. Il était donc logique que nous invitions sur ce plateau Yamina Benguigui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ministre déléguée à la francophonie. Faut-il le rappeler, vous êtes également représentante personnelle du chef de l'État, de François Hollande, sur cette question de la francophonie. Alors on vous connaît en tant que cinéaste, réalisatrice, certains diraient même sociologue. On étudie vos films, vos réalisations dans des universités à travers le monde. La francophonie, est-ce que ça veut dire que c'est une activité, j'allais dire saisonnière, au mois de mars? Est-ce que c'est une activité intermittente ou est-ce que finalement c'est une action qui dépasse ce qu'on appelle classiquement la langue française? Moi, j'ai envie de vous dire, déjà bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous dire que le mois de la francophonie est peut-être un mois de repos pour moi, puisque la francophonie, c'est une action à plein temps, toute l'année, tous les jours, toutes les semaines, depuis 2 ans. La francophonie, au-delà peut-être de la dimension culturelle et linguistique, j'ai mis au cœur de mon ministère la dimension droit des femmes et aussi cette diplomatie que je dirais de proximité vis-à-vis de la francophonie. Parce que la francophonie, c'est d'abord un immense espace. C'est 77 pays, c'est 250 millions de locuteurs, c'est à 2050, 800 millions de locuteurs, dont 80%... 1 milliard, dit-on, en 2060. Donc 80% en Afrique. Et aujourd'hui, je crois que le tournant de la francophonie, de l'espace francophonie, c'est l'avenir de toute une jeunesse, c'est l'avenir de la mobilité, c'est l'avenir. La francophonie, c'est aujourd'hui et demain. Alors, je vais vous interviewer avec Martine Jacot du quotidien Le Monde et Sophie Malibaud, Radio France Internationale. Les questions sont à vous. Sophie. Parmi les objectifs de la francophonie, il y a notamment le développement de la démocratie, vous en avez parlé. Il y a également aussi la paix, le développement de la paix, la gestion des conflits. Est-ce que ce forum qui va s'ouvrir va avoir un regard particulièrement tourné... Le forum des femmes francophones à Kinshasa, dans une semaine tout juste. Voilà, est-ce que ce forum va tourner les yeux vers ce qui se passe en Centrafrique actuellement? Oui. Ce forum a été initié dès mon arrivée, c'est-à-dire je suis arrivée en République démocratique du Congo. J'ai été absolument effrayée de ce qui se passait à l'est du pays. Donc c'était des viols massifs, ce sont des escadrons de la mort, dont certains sont porteurs du VIH. Ils sont payés 2 fois plus pour violer massivement les femmes. Et je me suis aperçue que dans le plus grand pays francophone au monde, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la situation des femmes, alors due au conflit, je ne parle pas du pays, mais due au conflit, c'est un immense pays, il y a 9 frontières, et que les guerres se passaient sur les femmes, sur la destruction des femmes. Je rentrais de Tunisie, où, Dieu merci, tout s'est bien passé là, mais il y a 2 ans, on tentait de retirer du droit aux femmes, on tentait de retirer des acquis aux femmes depuis l'époque Bourguiba. Enfin, c'était inimaginable. Ensuite, la Centrafrique, et à ce moment-là, j'ai décidé effectivement de pousser un peu les murs de mon ministère, de cette francophonie, et d'y mettre le droit des femmes. Parce que aujourd'hui, il ne peut pas y avoir, effectivement, comme vous venez de le rappeler, il ne peut pas y avoir de démocratie, de développement, de paix et de sécurité sans les femmes. Et l'idée de ce Forum mondial des femmes, qui est quand même le premier forum au monde des femmes francophones, le premier forum qui sera en langue française. La plupart des forums internationaux, tout ce qui est à l'agenda international, se fait en anglais. Donc, de fait, exclut ces femmes.
Et il y aura des propositions qui sortiront de ce forum. Justement, alors à propos de la Centrafrique, c'est une femme qui a pris les rênes du pouvoir, à qui on a confié pour l'instant les rênes du pouvoir. Cette femme, elle appelle à l'aide aujourd'hui. Il n'y a pas assez de soldats, il n'y a pas assez de soldats africains ou étrangers pour aider à rétablir l'ordre en Centrafrique. Que peut la francophonie dans une situation comme ça? Alors, la Centrafrique est un des pays importants de l'Afrique francophone. Je veux juste rappeler que mois de mai et juin, j'ai fait une tournée africaine à ce propos. C'est-à-dire que j'avais été sensibilisée par des femmes centrafricaines. Elles étaient, je crois, de l'ordre de 5 associations pour venir dire le drame qui se jouait en Centrafrique, le drame humanitaire, à la fois les viols, mais les tueries. On a vu que ce soit sur les 7 religieuses qui avaient été tuées, mais aussi bien sur des petites filles, des femmes. Elles sont venues alarmer la France. Je suis allée à la rencontre je suis allée rencontrer le président Sassou Nguesso, le président du Gabon, etc., pour savoir où on est. Enfin, en tout cas, quel était le point de vue des Africains sur ce qui se passait en Centrafrique. C'est-à-dire que ma priorité dans ces conflits, c'est effectivement toujours d'aller voir aussi les Africains. Et là, la décision de la France a été capitale. J'ai ramené un document important auprès de Laurent Fabius et du président de la République pour dire la nécessité aussi d'intervenir d'un point de vue humanitaire. Donc aujourd'hui, vous savez la situation, nous avons 1600 hommes, 400 vont arriver, nous avons la MISCA, nous avons aussi, tout ça avec un mandat onusien évidemment, mais ce conflit a beaucoup dégénéré. Il est devenu aujourd'hui un conflit aussi religieux, entre guillemets, puisque on voit cet affrontement entre musulmans et chrétiens. L'arrivée de cette présidente, qui est une présidente en transition, vous le rappeliez juste là, il y a quelques instants, nous devons être à ses côtés, nous devons, en tout cas, l'Union européenne, la MISCA, nous devons, et l'Union africaine, de toute façon, nous devons l'accompagner jusqu'aux élections. Et c'est capital, c'est dans un an. Mais les mois qui viennent sont cruciaux, les mois qui viennent sont lourds de danger. Oui, mais nous sommes présents, pas seulement la France. Nous attendons aussi des soldats. Les pays vont proposer, je crois, les Polonais, etc. Donc c'est une priorité, en tout cas pour la France et pour la francophonie. Sa participation est annoncée d'ailleurs à votre forum. Voilà, donc elle a répondu présente. Elle sera là le 3 mars. C'est très important. La première ministre aussi du Sénégal. Ce forum, il y aura 1000 femmes, à la fois des femmes de la société civile, mais aussi des chefs de gouvernement femmes et des présidents. Diane Lamingui, vous êtes attachée effectivement au statut de la femme. Nous sommes en train de parler en Afrique. Pratiquement, vous ne rencontrez que des hommes, des chefs d'État masculins. Tous les organismes que vous citez sont dirigés en dehors, effectivement, de la République centrafricaine par des hommes. C'est pas un peu l'un des éléments d'explication, cette sous-représentation des femmes dans la décision politique? Écoutez, la nécessité, non, mais la nécessité d'un forum comme celui du 3 et 4 mars, c'est-à-dire Forum mondial des femmes francophones, c'est de dire aussi le manque de femmes dans les instances politiques, le manque de femmes dans les institutions aussi internationales. Et puis, je vais vous donner un exemple. Il va y avoir des femmes libanaises aussi qui vont participer. Mais moi, ça fait 2 ans, à chaque voyage que je programme, il y a une réunion de haut niveau avec les femmes du pays. Alors, par exemple,
en RCA ou au Mali ou en Uruguay, il y a des problèmes de violence sur les femmes, mais les Libanaises militent parce qu'elles sont systématiquement exclues des listes électorales. Est-ce que vous souhaitez que ce soit une femme qui soit pour la première fois secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie? On fait une mise en contexte. Le président Diouf, qui est l'ancien président du Sénégal, effectivement arrive au terme de son mandat. Ça pourrait être une idée. En novembre. Le successeur soit une successeuse. Il n'y a pas de nom de femme parmi les candidats qui circulent. Jusqu'à présent, il y a une seule candidate officieuse, la Canadienne Michaëlle Jean, qui d'ailleurs s'est beaucoup démenée pour la défense du droit des femmes et la promotion des jeunes, de thèmes qui vous sont chers. On va écouter la réponse de la ministre. Alors, il est évident que le mandat du président Diouf, du secrétaire général, arrive à terme en novembre. Qu'aujourd'hui, les candidatures officieuses affluent. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Si c'est ça la question, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Alors, est-ce que c'est le tour des femmes? Mais je pense que, de toute façon, les femmes doivent être présentes, encore une fois. C'est peut-être au tour des femmes. C'est, en tant que femme engagée depuis tant d'années, évidemment que je verrais le choix d'une femme, ce serait de bon augure par rapport, de toute façon, à toute cette politique aussi de l'importance des femmes dans l'espace francophone. Est-ce que la France a déjà un candidat? Pouvez-nous le dire, entre nous? Certains vous prêtent un soutien à Blaise Compaoré. La France n'a pas de... Pardon? Certains vous prêtent un soutien à Blaise Compaoré. Alors moi, je vais vous dire, ça c'est l'affaire des rumeurs. Hein. Elles naissent, on ne sait pas où, elles prennent vie. Bon, donc il n'y a pas de candidat officiel. Mais d'abord, jamais la France ne propose pas de candidat. Ça, c'est un fait. Ensuite, les candidatures doivent arriver à l'OIF. Et ensuite, ce sont les chefs de gouvernement, les chefs d'État. Mais il n'y a pas de candidat de la France. Donc vous ne soutenez pas la candidature, mais pas du tout. En plus, la candidature de Blaise Compaoré. Mais à ce jour, Blaise Compaoré ne s'est pas non plus présenté. Et je ne vois pas comment je peux accréditer et soutenir un des candidats. Maintenant, je peux dire, oui, nous avons entendu dire qu'un tel et un tel, mais pas du tout. Et je pense que c'est encore trop... C'est encore trop frais. Mais quels seraient les... pardon. Justement, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur le forum et sur l'OIF. Les femmes francophones de Kinshasa à la fin de la semaine. Vous avez annoncé 2 initiatives importantes. La création d'un fonds solidaire pour la scolarisation des filles de moins de 16 ans et un programme baptisé 100 000 professeurs pour l'Afrique. Vu de l'extérieur, on a l'impression que ces actions sont un peu redondantes. En ce qui concerne la scolarisation, par exemple, des filles pour l'Afrique, bon, l'UNESCO s'en occupe, mais aussi l'Agence française pour le développement, qui a consacré depuis 2012, je crois, 700 millions pour la scolarisation à l'école primaire dans ces pays, d'une part. Et en ce qui concerne le programme 100 000 professeurs pour l'Afrique, justement, la francophonie a depuis 2008 un gros programme qui est très similaire à celui que vous proposez et qui fonctionne déjà dans 8 pays africains, au Liban, en Haïti, de formation à distance des maîtres. Alors, est-ce que former des formateurs. Former des formateurs, absolument. Alors, est-ce que tout ça n'est pas redondant et un peu voire gaspillage d'argent public? Alors, je vais juste rajouter ça. Dans le même temps, la contribution volontaire de la France à l'OIF diminue de moitié, de 20 millions à 10 millions, pour financer justement ce type de programme. Question circonstanciée, comme on dit. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je voudrais juste vous dire que déjà, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, chère madame, vous mélangez 2 choses. Un, il y a le forum. Le forum est à part et il n'a rien à voir avec les 100 000 professeurs. Le forum est absolument inédit. Le premier forum mondial des femmes n'avait jamais existé. J'aimerais rappeler qu'un ministre anglais est venu me voir l'année dernière, qui s'appelle le ministre Simons, et qui est venu me dire, est-ce que l'on peut copier
votre forum pour le Commonwealth parce que pour la langue anglaise. Pour la langue, parce que nous pouvons aborder des spécificités sur les femmes, notamment sur les viols, notamment sur les droits, sans ingérence dans les pays. Ça, c'est mon idée, c'est l'idée de ce nouveau ministère qui est de pouvoir peser sur les États en ayant cette institution qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie et de pouvoir, sans ingérence dans les pays, agir sur le droit des femmes. C'est la première fois que l'on s'organise de cette manière. Donc ça, le premier forum, c'était sur les violences faites aux femmes. Nous avons réussi à ce que, à l'ONU, nous avons demandé l'élargissement de la MONUSCO pour les femmes au Congo. Nous l'avons obtenu. Ça, c'est parti de la demande des femmes. C'est parti du 3 mars l'année dernière. Ensuite, nous avons demandé un réseau, la création d'un réseau. Femmes-Hommes Égalité. Il a été créé par l'OIF. Il n'existait pas. Ensuite, troisièmement, nous avons demandé qu'au prochain sommet de Dakar, la thématique femmes jeunes soit au cœur de ce sommet des chefs d'État. Ça n'existait pas. Et ensuite, la création du fonds, qui est un projet très important. Je veux que l'on puisse, dans les années à venir, pousser les États, et là c'est une volonté politique, pousser les États à ce que les filles puissent aller à l'école jusqu'à 16 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et là je rejoins un peu mon travail de documentariste. Est-ce que ça n'est pas déjà fait tout ça? Pas du tout. Consacré déjà. Il y a combien de pays des objectifs? Vous savez très bien que le Burundi, je suis désolée, le Burundi, les petites filles vont à l'école jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans seulement. Il y a une trentaine de pays où les filles, c'est la scolarité, c'est entre 10 et 12 ans. Je veux pouvoir imposer par la francophonie ce droit-là. Parce qu'aujourd'hui, on lutte séparément sur les mutilations sexuelles, sur les mariages précoces dans un petit coin. On va aux Nations Unies, etc. Mais lorsque vous rendez en tout cas ce projet de faire en sorte que les filles puissent aller à l'école jusqu'à 16 ans, vous faites tomber de fait, les mariages précoces, 2, les mutilations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exciseurs, il n'y a que des exciseuses, et que ça passera par l'éducation. Quand une fille est allée à l'école jusqu'à 16 ans, elle ne reprendra pas son couteau tranchant pour exciser sa fille ou sa nièce, parce qu'elle saura que ça n'existe pas dans l'islam et que c'est qu'une coutume qui a perduré comme ça. Donc maintenant, pourquoi dans la francophonie et pourquoi ce fonds? Aujourd'hui, vous le rappelez, l'UNICEF fait un travail énorme, ONU Femmes aussi, ONU SIDA aussi. Sauf que moi, je me suis aperçue que le président Diouf a fait un travail énorme. Il a politisé cet espace. Il faut le politiser? Oui, il a politisé cet espace parce qu'aujourd'hui, on parle de démocratie. Aujourd'hui, si un pays ne respecte pas les lois démocratiques, en l'occurrence, ce qui s'est passé avec la Centrafrique au tout début. Est-ce qu'il n'y a pas parfois deux poids, deux mesures? Parce que, par exemple, la Centrafrique... Lorsque Jotodia a pris le pouvoir de force et de face, il est rentré avec les Séléka, etc. Immédiatement, il a été exclu. La Centrafrique a été exclue de l'organisation. Je veux faire ça. En Égypte, on n'essaye pas de peser sur le cours des événements? Écoutez, je veux pouvoir, en tout cas, laisser cette trace dans ce ministère, de mettre le droit des femmes et le droit des filles comme un des critères. Alors, je vous arrête, Yamina Benguigui, car nous sommes à l'heure précise du flash sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI. On regarde l'actualité, sur laquelle d'ailleurs on va vous demander de réagir. On se retrouve dans un instant.
Dites-moi, Paul, il est où votre fils? Espagne, Erasmus. Vous connaissez un bon médecin? Évidemment, il est roumain. Un plombier? Polonais. Un boucher? Hongrois, très bon. Votre restaurateur préféré? Italien. Mais dites Isabelle, si vous vous posez tant de questions, regardez plutôt C'est ça l'Europe. On parlera de la mobilité des citoyens. Et des travailleurs européens. C'est ça l'Europe, avec Paul Germain et Isabelle Ezen, vendredi sur TV5 Monde. Retour à International, vous êtes donc sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée avec notre confrère Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, représentante personnelle de François Hollande, sur ce dossier. Vous nous parliez de l'attachement que vous aviez pour la défense des femmes, comme étant l'un des critères de l'appartenance à la famille francophone. Peut-être quelques mots de réaction sur l'actualité que nous venons de voir. On a vu l'Ukraine, qui est membre associé, observateur de la francophonie, c'est la rue qui a réglé cette... temporairement, en tout cas, cette révolte, cette révolution. Comment est-ce que vous réagissez? Ce sont les valeurs de la francophonie qui étaient dans la rue. On a vu beaucoup de femmes, par exemple, sur cette place. Oui, en tout cas, l'Ukraine évolue de minute en minute. Bien sûr. Donc, ce serait même dangereux de faire un point comme ça. Mais ce qui s'est passé depuis cette révolution orange, effectivement, à l'instar des révolutions arabes, à l'instar de la Tunisie, on a vu émerger dans la rue de la jeunesse, on a vu des femmes aussi, beaucoup de femmes. On le voit avec même son héroïne, oui. Yulia Tymoshenko, vous pensez qu'elle a ses chances? Elle est contestée par certains. Alors, évidemment, elle est contestée, elle a ses chances, en tout cas, elle a ce profil d'héroïne et d'incarner. D'icône. Elle incarne, en tout cas, elle incarne à un moment donné son visage et elle a des propos très forts. On l'a vu hier sur sa chaise roulante. Effectivement, elle a su envoyer, en tout cas, à cette foule des mots. Il y a eu plus d'une centaine de morts. Ça ne sera pas facile. Et je pense qu'il faut juste, en tout cas, lui souhaiter que, après des mots très durs, parce qu'elle a dit des mots durs hier aussi, de ne pas oublier, etc., il faut pouvoir passer cette violence, passer cette douleur, et il ne faut pas que ce chemin jusqu'au mois de mai soit jonché de ressentiment. Il faut que le ressentiment s'écarte pour donner une chance à ce pays. Yamina Benguigui, vous parlez de révolution, on parle à l'instant donc de l'Ukraine. Si on revient à ce qui s'est passé depuis 3 ans, avec ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, on a vu beaucoup de femmes dans les rues, en dehors peut-être de la Tunisie, on ne les voit pas du tout au pouvoir. Comme si elles étaient, quelles que soient les suites de ces révolutions, comme si elles étaient niées dans leur existence politique. Ça, c'est une sacrée déception pour vous, j'imagine. C'est une grande déception parce que tout à l'heure, vous me disiez justement, vous me parliez de l'ONU, de l'UNICEF, que chacun dans son coin fait, mais ça suffit. Là, je pense qu'il faut foncer. Moi, j'ai pris à bras-le-corps cette histoire du droit des femmes dans l'espace francophone pour des droits du pouvoir aussi. Il faut qu'elles puissent être à des postes... C'est des habitudes culturelles, on pourrait dire, quels que soient les dirigeants, c'est pourquoi ils ne sont pas là. Moi, quand je me suis retrouvée, je suis la représentante personnelle du président au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Mon premier sommet à Kinshasa, je me suis retrouvée, il y a 98% d'hommes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, ce serait une catastrophe humaine de mettre les femmes de côté, surtout dans les zones de conflit, dans les zones de crise, dans les après-crises. C'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans mettre les femmes au centre. Donc, cette idée du forum, le Forum mondial des femmes francophones, c'est d'abord un grand rassemblement de la société civile, mais avec des réponses et avec des actions. Et on ira porter jusqu'au sommet des chefs d'État, c'est-à-dire que les pays doivent évoluer. Et surtout, ce forum, et d'ailleurs ce fonds, c'est plutôt, pour moi,
quelque chose qui doit accélérer le mouvement. On ne peut pas encore attendre des décennies. Vous savez bien, faire bouger les préjugés, comme disait Einstein, hein, il est plus facile de décimer un atome que de faire bouger, que de bousculer un préjugé. Il faut des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, il faut des moyens aussi, je veux dire. C'est pas d'aujourd'hui qu'on souhaite que les enfants soient scolarisés, que les filles aillent à l'école jusqu'à 16 ans. On a consacré beaucoup d'argent déjà à ça. Je dis on, la France, mais aussi bon. Et quels moyens vous avez à ce niveau-là? Alors, écoutez, on ne peut pas aujourd'hui aider. On a parlé tout à l'heure du début des conflits. On ne peut pas apporter une aide militaire, aider la réussite de ce qui s'est passé. La France a été exceptionnelle dans ce conflit malien. Aujourd'hui, ne pas tenir compte, moi je vous parle d'un changement des mentalités, d'un bouleversement. On ne peut pas mettre en place des élections, ensuite abandonner en tout cas, ne pas savoir que si les femmes ne sont pas partie prenante de la société, dans 5 ans, c'est reparti. Alors, la question des femmes, c'est une chose. Mais politiquement, est-ce que le message de la francophonie n'est pas quelquefois un peu ambigu quand on voit ce qui s'est passé en Égypte? Il n'y a pas de suspension, il y a eu quand même retour au pouvoir des militaires. C'est un militaire qui probablement va tâcher de se faire élire prochainement à la tête de ce pays. Et là-dessus, la francophonie ne bouge pas. On dirait qu'il y a un petit peu deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. L'Égypte est un... il a été question au début, déjà, pendant des mois, la situation égyptienne était dans un tel marasme que si Morsi était là, Morsi revenait, Morsi, le poids de la rue aussi, je veux dire, on pourrait dire la même chose pour l'Ukraine. Il y avait aussi des gens qui étaient contre Morsi et qui n'étaient pas forcément pour une reprise en main par les militaires. Il ne devait être que... il n'était pas censé, finalement, faire un coup d'État. Non, mais moi, je vous parle, par exemple, d'un pays comme Madagascar. Madagascar est un pays, un membre associé. Madagascar, il y a des troupes, il est suspendu. Madagascar, on va réintégrer Madagascar, comme la Centrafrique. L'Égypte a un statut de membre observateur. En tant que membre observateur, la décision d'exclure est différente. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais elle ne s'applique pas comme un membre associé. Un membre associé est définitivement, le temps ce qui n'est pas le cas, suspendu. Voilà. Donc le Mali, voilà. Donc ce sont des cas, c'est comme l'Ukraine. L'Ukraine est membre observateur. L'Ukraine ne va pas subir une exclusion puisqu'il ne participe pas aux discussions internes, etc. Donc ce sont des différences entre membres observateurs, membres amis. L'Algérie est membre ami. Il est le seul pays à avoir ce titre. Je voudrais vous interroger sur un pays qui, pour le coup, fait bien partie de cette famille francophone. Il s'agit de la Suisse. Vous avez beaucoup travaillé sur le thème de l'immigration en tant que cinéaste, avec Mémoire d'immigrés notamment. Comment vous avez réagi quand vous avez vu qu'un tout petit peu plus de 50%, les Suisses avaient voté, donc un grand pays francophone, avait voté contre l'immigration qualifiée de massive d'ailleurs? Alors, pour avoir beaucoup travaillé sur l'immigration maghrébine, l'immigration aussi africaine, subsaharienne, sur la mémoire, sur aussi l'enracinement. Donc, qui dit enracinement dit finalement problème, puisqu'on commence à faire sa place, donc on doit bousculer. Là, bon, ce qui m'a quand même impressionné, c'est que les Français sont dedans. C'est-à-dire que l'immigration, c'est très rare. C'est très rare d'un seul coup de renvoyer aux Français et à la France, parce que les premiers touchés vont être aussi les frontaliers. Bien sûr. Donc là, C'est un mauvais message pour la francophonie, peut-être, non, d'envoyer ça? Vous n'avez pas été un peu surprise? Si. D'abord, c'est extrêmement choquant. Nous sommes dans une... on ne va pas dire une francophonie xénophobe, mais nous sommes dans un espace
un espace francophone qui ne va pas bien, qui est en pleine mutation. Et cette volonté de la Suisse, cette peur, est d'envoyer ce message de l'immigration. Mais je suis très triste que l'on n'ait pas assez commenté. C'est très grave. Et encore une fois, ça touche des Français aujourd'hui. Si on posait la même question en France, on aurait probablement la même réponse aujourd'hui. Contre l'immigration massive, le résultat était un peu contenu dans la question. Vous n'avez pas le sentiment? Encore une fois, c'est la façon dont la question est posée, la façon quand je vois le Front National qui pourrait très bien être la première formation européenne. Oui, enfin, non, mais dans la façon de dans ces éléments de langage-là, c'est-à-dire très répressif, avec une peur. Mais en même temps, l'immigration dont parle Marine Le Pen non-stop en brandissant la peur de l'immigration, elle oublie juste qu'elle parle de pratiquement 100% de Français qui sont là depuis 5 générations. Alors, ils ne changeront pas leur couleur, ils ne changeront pas leur nom et prénom. Ce sont des Français. Donc, elle remue quelque chose qui n'existe pas. Lorsqu'on parle des Roms, nous savons très bien le chiffre est de 15 000. Mais quand on parle, l'immigration qu'elle montre du doigt est celle qui fait peur, mais à l'instar aussi des Suisses. Et là, c'est la composante de la société française. Alors, donc ça pose un problème. Comment va-t-on détricoter la société française? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant à l'égard de la Suisse? Il va y avoir sanctions. Qu'est-ce que vous voyez comment l'issue de cette crise? Non, encore une fois, la francophonie n'a pas vocation à faire de l'ingérence dans un État. Elle étudie, c'est-à-dire que s'il y a atteinte aux droits de l'homme, atteinte à la démocratie, puisque ce sont les fondements de l'Organisation internationale de la francophonie, elle pourra apporter, en tout cas, sa vision. Mais pour l'instant, ce serait de l'ingérence. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition concrète pour relancer la francophonie d'un visa francophone du député socialiste qui vient de remettre un gros rapport à l'Assemblée nationale? C'est une idée d'ailleurs qu'on avait retrouvée dans différentes propositions. Pour les étudiants, les profs, les hommes d'affaires. Les artistes aussi. Vous êtes pour? Non, les artistes, c'est... En parlant de mobilité et écoutez, en parlant de mobilité... on en rêve, mais restons quand même les pieds sur terre. C'est une magnifique utopie, mais pourquoi pas s'accrocher à une utopie? Par contre, la réalité, oui, et ça, le ministre Laurent Fabius et le ministre Manuel Valls, mais vraiment, ont mis et ont fait des notes à tous nos consulats, etc., d'accélérer les visas pour les artistes, les chercheurs, les étudiants, sachant que nous avons quand même hérité de cette loi Guéant atroce, inhumaine, voyant dans chaque étudiant un futur travailleur immigré. Donc, moi, je trouve que, oui, la circulaire Guéant, elle a été abrogée, mais elle a fait beaucoup de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous battre pour que ces étudiants reviennent vers nous. Oui, ils vont au Canada, ils vont ailleurs. Ils vont au Canada, ils vont ailleurs. Ils ont été absolument méprisés, humiliés. Mais c'est nécessaire parce que cette mobilité, encore une fois, cet espace francophone est avant tout un espace économique, est un espace culturel. Nous avons la langue en partage. On parlait tout à l'heure à 2050, nous serons 800 millions. dont 80% en Afrique, c'est le continent émergent. Mais nous devons pousser cette jeunesse à devenir mobile, mais dans les deux sens. Notre jeunesse aussi, la jeunesse française, doit se dire aussi que c'est peut-être leur avenir de travail. Alors que quand vous posez la question aux jeunes, ils vous disent « Ah non, moi je me vois bien en Angleterre, au Canada et l'Afrique ».
Ah, ben l'Afrique, ah ben, j'irai peut-être faire de l'humanitaire. Non, c'est tout cela qu'il faut changer. C'est pour ça que je dis, la francophonie, elle est à un tournant immense. Yamina Mingui, on vous reçoit dans cette émission, on parle beaucoup de droits de l'homme, droits de la femme, de politique, on avait presque oublié de parler de la langue. Vous rappeliez vous-même que 80% des francophones seront en Afrique à échéance de, disons, 40 ans, 40-50 ans. Est-ce que ça veut dire que la francophonie fait son deuil d'exister sur les autres territoires? Au fond, elle se concentrerait sur l'Afrique, et puis peu importe sur l'Asie où elle déclinerait, peu importe pour l'Amérique latine ou d'autres continents. Elle est universelle ou elle est africaine, la francophonie, pour vous, dans l'avenir? Alors, bon, déjà, on va être clair, la langue française n'appartient pas à la France. Ça. La langue française, en 2050, on peut aussi dire qu'elle sera une langue africaine. La langue française côtoie des centaines de langues maternelles. Donc, prenons un pays comme la RDC ou la Côte d'Ivoire. Il y a des centaines... Le premier pays pour le nombre de locuteurs francophones. Le plus grand pays francophone au monde, 90 millions d'habitants. La langue nationale est le français. Vous traversez le pays, il y a une centaine de langues maternelles. Mais si vous voulez aller d'une ville à une autre, c'est avec le français. Si vous voulez aller du Cameroun au Gabon, c'est avec le français. Donc, la langue française, d'ailleurs, la francophonie est née au lendemain des colonies. C'est Bourguiba, c'est Norodom Sihanouk. Une prise de guerre, disait-il d'ailleurs. Oui. Ça, c'est l'écrivain algérien. En Algérie, en effet. Oui, c'est l'écrivain algérien qui avait dit la langue française est notre butin de guerre. Ils avaient conscience que la langue française devait être ce ciment. Aujourd'hui, il est clair, je réponds à votre question, il est clair que la langue française, l'apprentissage s'est affaissé. Il y a une quinzaine d'années, l'apprentissage s'est affaissé. Donc, je reviens... Les financements ont diminué aussi. Et le système éducatif public africain s'effondre pour certains. Non, mais ça, on est d'accord. D'où mon projet 100 000 professeurs pour l'Afrique, qui est un projet, un programme qui va être basé sur le numérique. Aujourd'hui, partout dans le monde, les 65 pays que j'ai fait dans l'espace francophone, la demande, elle est la formation de formateurs. C'est absolument... Je suis désolée de vous rappeler, mais il y a un programme de la francophonie qui existe depuis 2008, précisément le même. Alors, de l'extérieur, on comprend pas très bien. Je vais vous envoyer le nôtre. Très similaire, c'est aussi de la formation par Internet. Donc, on renonce à ce programme-là qui s'appelle IFRADEM pour promouvoir le vote. Comment ça se passe? Non, mais on ne fait pas une compétition de projet. C'était ma question. Non, mais c'est pas une compétition de projet. 100 000 professeurs, on va vous l'envoyer avec les détails, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails de ce programme. Il est totalement innovant, mais de toute façon, il rejoint toutes ces actions depuis 2008. Nous y avons rajouté des moyens. Vous nous dites tout à l'heure, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Si, il y a des moyens. Et nous avons ciblé 15 pays. Mais il faut savoir que l'Uruguay, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, le Vietnam, nous ont demandé un programme similaire. Et nous avons ouvert sur le Ghana, pays anglophone, 25 millions d'anglophones, dont 2 millions de francophones, avec un espace géographique, des frontières francophones. Donc, il y a une attraction. Ils ont demandé à la France. Oui, ils ont demandé à la France. À la France, c'est uniquement à la France. À la France, parce que c'est un programme français. D'accord. On parlait du 20 mars tout à l'heure. C'est notre... Journée internationale de la francophonie. Ça ne rentre pas dans les opérations de l'Organisation internationale de la francophonie, mais c'est notre projet. Notre programme de relance de la francophonie, il est sur 3 points. Les femmes, la francophonie en France et les 100 000 professeurs. C'est peut-être en France, on le dit parfois, qu'au fond, la francophonie est le moins soutenue
parce que c'est pas une langue en compétition, en rivalité, comme dans d'autres, on peut parler de la Suisse, de la Belgique ou de bien d'autres États. C'est difficile de faire passer le message de la francophonie en France? Mais écoutez, c'est très très simple. Maintenant, c'est ma vision et puis c'est celle que je porte au sein de ce gouvernement. En France, il y a 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans jamais maîtriser la langue française, sans même maîtriser la langue française, ni les bases de la langue française. C'est 150 000 jeunes qui n'iront jamais dans un pôle emploi. Donc mon projet, en tout cas le projet que je développe sur francophonie en France, c'est l'apprentissage de la langue, encore une fois, évidemment avec un savoir-faire numérique, mais pourquoi cette langue française est restée loin des quartiers, loin de certains territoires? C'est toute l'histoire de l'immigration en France. C'est dans les années 50 et dans les années 60, c'est une immigration d'hommes seuls. Dans le contrat de départ, il y a le contrat du retour. Avant le regroupement familial. C'est en 1974 qu'on va décider de revenir massivement les femmes et les enfants pour des raisons économiques, non pas pour des raisons humaines. Ça coûte moins cher à la France de stabiliser cette immigration de travail. Cette immigration de travail, alors que normalement, nous n'avons pas à décider du logement ou des lieux de vie des Français. Et bien là, on va les diriger. Et le logement social se fera dans le sens de la langue. C'est très important ce que je vous dis là. On va diriger des personnes, des groupes de familles, vers les tours. Là où on parle le Wolof, vous serez dans la tour Wolof. Là où vous parlez l'algérien, le tunisien et le créole. Et 30 ans après, 40 ans après, ça donne des tours entières coupées du français. Et donc, mon idée, c'est de remettre ce français, le français comme langue du travail. Et quant à l'espace francophone, pour moi, c'est aussi ça, d'avoir cette volonté de remettre de l'enseignement du français parce que c'est la langue du travail. Yamina Benguigui, nous arrivons au terme de cette émission, nous vous écoutons, je le disais au début de l'entretien, vous êtes connu comme cinéaste, documentariste. Est-ce qu'il y a une rupture avec ce que vous êtes maintenant, ministre de la société civile? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est un petit peu à part des politiques, certains de vos collègues qui font de la politique depuis 30 ans, 40 ans je veux dire, il y a une continuité dans ce que vous faites entre le travail de documentariste que vous avez eu, ce que vous faites maintenant, où un beau matin, il y a eu une rupture il y a 2 ans, on entre dans un monde différent qu'on ne connaît pas, l'impopularité, etc. Il y a une continuité? Évidemment, il y a une continuité. Je viens de la société civile, je suis une cinéaste engagée, j'ai porté des films où j'ai sillonné le monde et la France. Pour porter toute la question de l'égalité des chances, elle a été portée par le plafond de verre. Toute la question de la mémoire et de notre présence en France. Et là, c'est la même action avec un autre statut? Sauf que je suis bien, vous le rappelez, je ne suis pas encartée, apparentée à gauche, mais je suis de la société civile et c'est un plus. Et encore une fois, je pense que la société civile, elle a un temps d'avance sur le politique. Parce que nous avons le temps, nous avons eu le temps de travailler sur des questions très précises et il se trouve que toutes ces questions concernent la société française. C'est pas trop difficile d'être ministre d'un gouvernement impopulaire? Écoutez, l'héritage que nous avons reçu en arrivant, cet héritage était assez impopulaire. De faire des réformes structurelles importantes ne va pas avec popularité. Alors, ce temps de l'impopularité est nécessaire. Et aujourd'hui, il est nécessaire. Aujourd'hui, où le gouvernement cherche à économiser sur les dépenses dans tous les sens, est-ce que c'est difficile d'être dans votre position? C'est le travail du gouvernement. Il a, avec beaucoup de force, décidé de faire ces réformes
bien sûr qu'elles sont impopulaires. Ça ne va pas ensemble. Ça n'a jamais existé de se mettre, de faire ce genre de réforme et d'être au top de sa popularité. Mais l'impopularité est un temps qu'il faut reconnaître et qu'il faut démystifier. Merci Yamina Benguigui pour cette participation à International. Nous suivrons le Forum des femmes francophones dès la semaine prochaine à Kinshasa. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cet entretien. Nous nous retrouvons ici même pour un autre International dans tout juste une semaine. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI et sur celles de TV5.